sous une couche de neige de 5 mètres d'épaisseur, dans un piège de glace, la vie d'un homme s'éteignait. L'oxygène commençait à manquer, et les secouristes avaient déjà fait demi-tour avec leur hélicoptère, convaincus que personne n'avait pu survivre dans cet enfer blanc. Mais ils ignoraient qu'à la surface, s'arrachant les griffes jusqu'au sang sur la croûte gelée, deux loups sauvages accomplissaient l'impossible. L'un creusait un passage vers les ténèbres, sauvant celui qui l'avait autrefois sauvé, tandis que l'autre chantait le chant de ses ancêtres, appelant à l'aide la forêt elle-même. Ce qui se produisit ensuite vous fera pleurer et croire que la véritable loyauté est plus forte que n'importe quelle mort. Cette histoire réchauffera votre cœur, même dans le plus glacial des hivers. Ce jour-là, le vent qui balayait le massif central n'était pas simplement froid, c'était une créature vivante et prédatrice, cherchant à arracher la peau de quiconque oserait défier les éléments à l'approche de l'hiver. Le ciel, alourdi de nuages de plomb, pesait sur la cime des sapins séculaires, promettant une tempête comme ces montagnes n'en avaient pas vu depuis des décennies. Dans cette contrée rude mais majestueuse, où les anciens volcans respirent encore une chaleur souterraine vers un ciel de glace, chaque pas pouvait être le dernier, et nul ne le savait mieux que Jean-Pierre Dubois. Jean-Pierre, le garde forestier responsable du secteur, avançait lentement le long de la lisière de la réserve naturelle, vérifiant l'intégrité des clôtures avant que la neige ne recouvre définitivement les sentiers. Il avait 62 ans, mais il semblait avoir été taillé dans la même roche brute et non façonné que les montagnes qui l'entouraient. C'était un homme montagne, grand, doté d'épaules incroyablement larges qui paraissaient capables de supporter l'effondrement du ciel, et sa démarche, lourde mais assurée, lui avait valu le surnom de « vieil ours » auprès des habitants de la région. Son visage, buriné par les vents jusqu'à prendre la couleur de l'écorce de chêne, était dissimulé derrière une barbe épaisse, grisonnante et rêche comme de la laine d'acier. Les rides profondes qui sillonnaient son front évoquaient le lit de rivières asséchées. Mais le trait le plus remarquable de son apparence était ses yeux, de la couleur d'une mer du Nord hivernale, calme, pénétrant, mais cachant au plus profond une peine muette et ancienne. 5 ans auparavant, une avalanche lui avait ravi sa femme, la seule personne qui savait faire naître un sourire sur ce visage sévère. Depuis, Jean-Pierre s'était transformé en gardien silencieux de la forêt, préférant la compagnie des arbres à celle des hommes. Il portait un vieux caban usé, imprégné de l'odeur des aiguilles de pin et de tabac bon marché, et un vieux fusil de chasse, un Lebel 1886, qui était plus un symbole d'autorité qu'une arme, car il ne s'en servait que rarement. Soudain, la terre trembla sous ses pieds. Ce n'était pas un séisme violent, plutôt un soupir profond et guttural d'un volcan endormi. Un phénomène courant dans ces lieux, mais suffisant pour rompre le fragile équilibre sur le versant. Un grondement sourd roula dans le ravin, et Jean-Pierre s'immobilisa, tendant l'oreille au bruit de la forêt. Le silence qui suivit la secousse était contre nature, comme si la nature elle-même retenait son souffle. L'ouïe expérimentée du garde forestier capta un son qui ne s'intégrait pas à la symphonie du vent. Un bruit de pierre qui s'éboule, tout près, au pied d'un vieux rocher connu sous le nom de la dent du loup. Jean-Pierre fronça les sourcils, ajusta la sangle de son sac à dos et quitta le sentier, se dirigeant vers la source du bruit. La neige crissait sous ses lourdes bottes, et chaque pas était un effort. Mais il avançait avec l'obstination qui était son principal trait de caractère. En s'approchant, il vit les conséquences de la secousse. Un énorme PAN de roche s'était déplacé, obstruant l'entrée d'une petite grotte dissimulée dans une fissure. C'était un endroit idéal pour une tanière, protégée du vent, invisible, mais c'était désormais un piège de pierre. Jean-Pierre s'agenouilla. Son regard glissa sur les traces fraîches dans la neige, et son cœur se serra. C'étaient des empreintes de loup, mais elles s'arrêtaient net devant l'éboulement. Il commença à déblayer les pierres à main nue, insensible au froid qui pénétrait ses gants. Après avoir écarté un rocher de la taille d'une tête, il jeta un œil dans la fente ainsi créée et se figea. À l'intérieur, dans la pénombre, gisait une louve. Elle était morte. Une énorme pierre, tombée du plafond de la grotte, avait écrasé son arrière-train, lui brisant les os et la privant de tout mouvement. La mort n'avait pas été instantanée. La neige autour de son museau avait fondu sous son souffle chaud, et ses griffes étaient usées sur la pierre dans une vaine tentative de se libérer. Mais même au moment de sa mort, elle était restée une mère. Son corps était courbé en arc, formant un bouclier vivant pour protéger ce qui se trouvait sous son ventre. Jean-Pierre sentit une boule se former dans sa gorge. C'était la vérité cruelle et implacable de la nature sauvage, mais il y avait dans cette scène quelque chose d'autre, qui le fit froncer les sourcils encore plus fort. Il examina les alentours plus attentivement et remarqua ce qui lui avait d'abord échappé. Sur la neige,
à quelques mètres de l'entrée, on distinguait une douille jaune à peine visible. Un homme était passé par là. Des braconniers. Le tableau était désormais complet. Le mâle avait probablement été tué quelques jours plus tôt en tentant d'éloigner la menace de la tanière, laissant la femelle seule. Elle n'avait pas pu déplacer les louveteaux en lieu sûr seul avant la tempête. Ce n'était pas seulement une tragédie de la nature, c'était un crime, et le coupable était un homme. Jean-Pierre voulut se relever et partir. La loi de la forêt est dure, se murmura-t-il. Sa voix était rauque et sourde, comme un grincement de pierre. Les faibles meurent pour que les forts puissent vivre. Ne t'en mêle pas, vieil idiot. Il savait que sauver un prédateur, c'était perturber l'équilibre, c'était un risque, une responsabilité qu'il avait évité ces dernières années. Pourquoi s'infliger une douleur supplémentaire? Pourquoi s'attacher à une créature dont la vie est brève? Il avait déjà assez enterré de proches. Il commença à se relever, secouant la neige de ses genoux, prêt à laisser les morts aux morts. Mais à cet instant, le vent se calma un moment, et dans ce silence retentit un son, un couinement faible, à peine audible, semblable au grincement d'une vieille porte. Le son de la vie, s'accrochant à l'existence contre vent et marée. Jean-Pierre se figea. Ce son perça sa carapace d'indifférence, frappant droit à l'endroit de son cœur qu'il croyait mort depuis longtemps. Il se souvint des pleurs de son petit-fils, qu'il n'avait jamais vu grandir. Le même appel à l'aide désespérée. Le garde forestier jura, maudissant sa sensiblerie, et se remit à genoux. Ses mouvements étaient maintenant rapides et précis. Il sortit sa pelle de pionnier et commença à creuser avec fureur, rejetant les pierres et la terre gelée. 10 minutes plus tard, trempé de sueur malgré le gel, il atteignit le corps de la mère. Soulevant avec peine sa lourde carcasse déjà refroidie, il glissa la main dans le creux chaud sous son ventre. Ses doigts sentirent une fourrure douce. Il les sortit à la lumière. 2 minuscules paquets de poils, tremblant si fort qu'ils semblaient sur le point de se désintégrer. L'un était sombre, couleur de nuage d'orage, presque noir avec des reflets gris, plus grand que le second. Même à cet instant, aveugle et sans défense, il tentait de grogner contre l'énorme main qui le tenait. Le second louveteau était plus petit, avec une fourrure d'un blanc immaculé rappelant la neige fraîche, et gisait presque immobile. Sa respiration était superficielle et intermittente. Eh bien, les orphelins, grommela Jean-Pierre, déboutonnant son épais caban et son pull, exposant sa poitrine au vent glacial. On dirait que ce n'est pas votre jour pour mourir. Le froid lui brûla la peau, mais il ne sourcilla pas. Il glissa les louveteaux directement contre son torse, les pressant contre son corps chaud, près de son cœur, là où la température était la plus élevée. C'était une vieille méthode de trappeur. Peau contre peau. La seule chance de réchauffer une créature en hypothermie profonde. Les louveteaux, sentant la chaleur, s'agrippèrent aussitôt à sa chemise avec leurs petites griffes, lui faisant mal. Mais cette douleur était la preuve de la vie. Jean-Pierre reboutonna sa veste jusqu'au menton, créant un cocon pour eux, et se releva. Il n'était plus seulement un garde forestier en tournée d'inspection, il était une arche, transportant 2 vies minuscules à travers l'enfer imminent. La tempête, comme si elle sentait sa proie lui échapper, frappa avec une nouvelle force. La neige tombait en un mur blanc, masquant l'horizon, transformant le monde en un silence blanc. Le vent le faisait chanceler, projetant des éclats de glace sur son visage, essayant de le forcer à abandonner, à s'allonger et à s'endormir pour l'éternité près de cette grotte. Mais le vieil ours ne fit que baisser la tête, opposant obstinément son épaule au vent. Il marchait, sentant contre son cœur 2 petits cœurs commencer à battre au rythme du sien. Il ne marchait pas pour lui-même, il marchait parce que, quelque part au fond de son âme, il comprenait qu'en les sauvant, il tentait peut-être, pour la première fois en 5 ans, de se sauver lui-même. Le chemin jusqu'au gîte forestier était long, et la nuit tombait déjà sur les montagnes, apportant avec elle un gel capable de fendre la pierre. La porte du gîte se referma avec fracas, coupant le hurlement furieux de la tempête, qui se transforma instantanément en un grognement sourd et mécontent quelque part derrière les murs de gros rondins de mélèze. À l'intérieur, une odeur de pain sec, de vieux cuir et de fumée flottait dans l'air, des odeurs qui, pour Jean-Pierre Dubois, signifiaient la sécurité. Il ne prit pas le temps de secouer la neige de ses épaules. Les flocons blancs commençaient déjà à fondre, formant des taches sombres sur le plancher. Le garde forestier se déplaçait avec la détermination d'un chirurgien dans un hôpital de campagne. Au centre de l'unique pièce se trouvait une table brute, faite de planches et polie par des années d'utilisation.
C'est là que Jean-Pierre déposa délicatement son précieux fardeau, comme s'il s'agissait de vases de cristal. À la lueur de la lampe à pétrole, qui projetait des ombres dansantes sur les murs en rondins, les louveteaux semblaient encore plus pitoyables que dans la grotte. Ce n'étaient que des boules de fourrure mouillées, trop petites pour le monde immense et cruel dans lequel elles étaient nées. Jean-Pierre retira rapidement son caban trempé, restant dans son épais pull en tricot, et jeta quelques bûches sèches dans le poêle à bois. Le feu gronda de reconnaissance, et la chaleur commença à se répandre lentement dans la pièce, chassant le froid de tombeau qu'il avait ramené du col. Le garde forestier sortit d'un coffre de vieilles serviettes en laine propre et quelques bouteilles en plastique qu'il utilisait habituellement pour stocker de l'eau. Après les avoir remplies d'eau chaude de la bouilloire qui se trouvait toujours sur le coin du poêle, il enveloppa les bouteilles de tissu, créant des bouillottes improvisées. « Pas trop chaud, mon vieux. Ne va pas les faire bouillir, se marmonna-t-il, vérifiant la température avec l'intérieur de son poignet. C'étaient des compétences ancrées dans son subconscient, des connaissances accumulées au fil des ans passés dans la forêt du Massif central, où les vétérinaires se trouvaient à des centaines de kilomètres à la ronde. Il s'occupa d'abord du louveteau sombre. Il était plus grand. Sa fourrure, qui commençait déjà à sécher, se hérissait comme les piquants d'un hérisson. Jean-Pierre l'essuya délicatement avec une serviette, massant son minuscule corps pour stimuler la circulation sanguine. Le louveteau, sentant la chaleur et le contact rugueux mais rythmé, tressaillit soudain. Sa patte arrière donna un coup dans le vide, et de sa gueule sortit un son. Pas un couinement, mais plutôt un grognement bas et rauque, mêlé d'un sifflement. C'était un combattant. Jean-Pierre sourit dans sa barbe, remarquant que le louveteau essayait de mordre le bord de la serviette. Dans cette petite créature bouillonnait déjà la fureur de vivre, l'instinct de domination qui ferait un jour de lui un chef de meute. « Tu seras Tonnerre », dit Jean-Pierre, en regardant la teinte sombre et orageuse de sa fourrure. Bruyant et en colère, comme un orage d'été sur la forêt. Tonnerre, comme s'il approuvait son nom, éternua une fois de plus et tenta de ramper. Où allait-il? Il l'ignorait lui-même, car ses yeux étaient fermement clos, mais il rampait vers l'odeur de chaleur, vers l'odeur de l'homme qui remplaçait désormais sa meute. Arrivé à la main de Jean-Pierre, il y blottit son nez humide et se tut, respirant lourdement. Il s'en sortirait. Sa force vitale était aussi solide que les racines d'un cèdre. Mais avec le second louveteau, les choses allaient beaucoup moins bien. La petite femelle blanche gisait immobile, comme une poupée de chiffon. Sa respiration était si superficielle que Jean-Pierre devait approcher un miroir de son nez pour voir la buée. Elle était froide, d'un froid effrayant. L'hypothermie avait déjà profondément ancré ses doigts glacés en elle, ralentissant son rythme cardiaque à un niveau critique. Jean-Pierre la recouvrit de bouillotte, mais elle ne réagissait pas. Son petit corps était mou, sans vie. Il l'avait nommée Neige là-haut, sur le col, à cause de la couleur de sa fourrure. Mais maintenant, ce nom semblait être une prophétie sinistre. L'hiver la réclamait. Jean-Pierre se dirigea vers une petite armoire où il gardait ses provisions et en sortit une brique de lait de chèvre et quelques œufs frais. Après avoir battu un jaune d'œuf avec du lait tiède et ajouté une goutte de glucose de sa trousse de premier secours, il aspira le mélange dans une seringue sans aiguille. Tonnerre, sentant l'odeur de la nourriture, leva immédiatement la tête et commença à s'agiter, émettant des sons exigeants. Jean-Pierre lui déposa quelques gouttes du mélange sur la langue, et le louveteau s'agrippa avidement à la seringue, avalant le liquide vivifiant avec une telle gourmandise qu'il s'étouffa. Après avoir nourri le turbulent, Jean-Pierre retourna vers Neige. Il lui ouvrit ses minuscules mâchoires et pressa une goutte de lait. Le liquide n'alla pas dans sa gorge. Il s'écoula simplement du coin de sa bouche, laissant une trace collante sur sa fourrure blanche. Le réflexe de déglutition était absent. La peur, froide et visqueuse, toucha le cœur du garde forestier. Il avait déjà vu ça. Il avait vu ce regard vitreux chez des cerfs abattus, chez des oiseaux gelés, chez sa femme, cette dernière nuit où les médecins avaient dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Non. Rugit Jean-Pierre, et sa voix, habituellement calme, trembla de fureur et de désespoir. Pas pendant mon service, tu ne partiras pas. Il jeta la seringue et se pencha sur la table. Ses grandes mains, habituées à manier la hache et le fusil, travaillaient maintenant avec la délicatesse d'un joaillier. Il commença un massage cardiaque, non pas direct et compressif, ce qui aurait brisé ses fragiles côtes, mais prudent, en pressant la cage thoracique sur les côtés, essayant de forcer le muscle paresseux à pomper le sang. 1, 2, 3, pause. 1, 2, 3. Rien.
le louveteau restait inerte. Jean-Pierre prit une grande inspiration, couvrit de sa bouche tout le museau du louveteau, le nez et la gueule, et expira. Doucement, très légèrement, pour ne pas déchirer ses minuscules poumons. La cage thoracique de Neige se souleva et retomba. Il recommença. Inspiration. Expiration. Des images défilaient dans sa tête. Le visage d'Hélène, le rire de son petit-fils. La louve morte dans la grotte. Tout se mélangea en une boule douloureuse. Il se sentait comme Charon, essayant de faire demi-tour avec sa barque au milieu du Styx et de ramer à contre-courant de la mort. « Respire, petite, respire, allez !» murmura-t-il, et une goutte de sueur chaude tomba de son front sur la fourrure blanche. À cet instant, Tonnerre, qui jusqu'alors somnolait repu dans un tas de serviettes, se réveilla brusquement. Il sentit le changement d'atmosphère dans la pièce. L'odeur de peur émanant de l'homme et l'odeur de vie déclinante émanant de sa sœur troublèrent ses instincts ancestraux. Il rampa jusqu'à Neige, se déplaçant maladroitement sur ses pattes, et la poussa du nez. Puis il émit un son qui fit sursauter Jean-Pierre. Ce n'était pas le gémissement d'un chiot. C'était un hurlement long et plaintif, le premier de sa vie, encore faible, cassé, ressemblant à un grincement. Mais il contenait toute la tristesse du monde et un appel que seule la meute comprend. Ne pars pas. Je suis là. Ce son sembla briser un mur invisible. Le corps de Neige tressaillit, un spasme parcourut son ventre, et elle éternua brusquement, convulsivement, expulsant de ses poumons un caillot de mucus et de lait. Jean-Pierre la retourna immédiatement la tête en bas, la secouant doucement. Elle se mit à tousser. Le son était humide, gargouillant, mais c'était le son de la vie. Puis elle prit une inspiration. Une inspiration profonde et avide, qui remplit ses poumons déployés d'oxygène. Ses paupières tremblèrent, et elle émit un faible couinement plaintif, répondant à son frère. Jean-Pierre s'effondra sur la chaise en bois brut qui se trouvait à proximité. Ses jambes tremblaient, et sa chemise était trempée, comme s'il venait de courir un marathon. Il regarda la table, où les deux petites créatures, une noire et une blanche, étaient maintenant blotties l'une contre l'autre, se réchauffant mutuellement. Tonnerre léchait le museau de Neige avec sa langue rêche, essuyant les restes de lait et de mucus, tandis qu'elle, faible mais vivante, tentait de lever la tête. Le silence régnait dans la pièce, seulement troublé par le crépitement du bois dans le poêlé, dehors, par la tempête qui faisait rage, tentant d'atteindre ce qu'elle considérait comme sa proie légitime. Mais la tempête avait perdu. Cette nuit-là, dans un petit gîte forestier perdu au milieu de l'immense forêt du Massif central, la mort avait reculé devant l'obstination d'un vieil homme et l'appel du sang d'un petit loup. Jean-Pierre tendit la main et toucha du doigt la tête de Neige. Elle était chaude. « Bienvenue à la maison », murmura-t-il, et une larme solitaire roula sur sa joue, se perdant dans sa barbe épaisse. Il l'essuya du revers de la main, comme s'il avait honte de sa faiblesse. Mais dans ses yeux, pour la première fois depuis de longues années, s'alluma une étincelle que même le gel le plus intense ne pouvait éteindre. 6 mois passèrent, et l'hiver rude et impitoyable, qui avait semblé éternel, finit par battre en retraite, cédant à contre-cœur sa place à la pression d'un été vigoureux dans le Massif central. La vallée, encore récemment ensevelie sous une épaisse couche de neige, explosa de couleurs vives. Le vert émeraude des pins accrochait se mêler aux champs violets d'iris et aux taches jaunes vives des rhododendrons. L'air était chargé d'un arôme dense et enivrant de résine et de terre humide, et le silence n'était rompu que par le murmure incessant des torrents de montagne se hâtant vers les rivières. Jean-Pierre Dubois, le vieil ours, se tenait sur le porche de son gîte rénové, plissant les yeux face au soleil éclatant. Il avait changé au cours de ces mois. Les rides autour de ses yeux s'étaient creusées, mais son regard, auparavant éteint, était désormais vif et alerte. À côté de lui, se prélassant sur les planches chaudes, se trouvaient ceux qui avaient ravivé cette lueur dans ses yeux. Ce n'étaient plus les paquets de fourrure sans défense qu'il avait sortis de l'éboulement, mais des loups adolescents, entrant dans la force de leur jeunesse. Tonnerre, fidèle à son nom, était devenu une bête grande et puissante. Il n'avait que 6 mois, mais ses pattes avaient déjà la taille de soucoupe, et sa cage thoracique s'était élargie, promettant de devenir un bélier impénétrable. Sa fourrure s'était assombrie, prenant la couleur de l'asphalte mouillé avec une bande noire charbon le long de son échine. Le caractère de Tonnerre était aussi lourd et direct qu'un coup de marteau. Il était dominant jusqu'au bout de la queue. Il mangeait toujours le premier, marchait toujours devant, et grognait à chaque son inconnu. Il ne connaissait pas la peur, ce qui inquiétait Jean-Pierre,
car dans la forêt, l'intrépidité confine souvent à la stupidité. Tonnerre considérait le territoire autour du gîte comme sa propriété, et Jean-Pierre comme son chef de meute, dont il tenterait peut-être un jour de contester la place. Mais pour l'instant, il le vénérait avec une dévotion de chiot. Neige était tout le contraire de son frère. Elle était restée plus petite, gracieuse et légère, comme un spectre tissé dans la brume matinale. Sa fourrure avait conservé sa couleur blanche pure, ce qui la rendait visible sur le fond de la verdure estivale. Mais elle savait se déplacer de telle manière que même l'oreille sensible du garde forestier ne pouvait pas toujours percevoir ses pas. Neige avait une particularité, une séquelle de cette nuit terrible où ses poumons avaient failli lâcher. Elle se fatiguait plus vite lors de longues courses et tout sautait parfois doucement après de gros efforts. Mais ce qui lui manquait en puissance physique, elle le compensait largement par une intelligence et des sens aiguisés à un degré surnaturel. Si Tonnerre voyait le monde comme un objet à conquérir, Neige lisait le monde comme un livre ouvert. Elle sentait le changement de vent bien avant que les feuilles ne frémissent et pouvait flairer un campagnol sous 50 centimètres de terre. Elle était l'éclaireuse, les yeux et les oreilles de leur petite meute étrange. C'est l'heure, lança brièvement Jean-Pierre, décrochant du mur son vieux fusil de chasse. Il ne le prenait pas pour tuer, seulement pour se défendre. La leçon du jour ne portait pas sur la manière de traquer une proie, mais sur la manière de survivre à une rencontre avec plus fort que soi. Ils s'enfoncèrent dans la forêt, loin des sentiers touristiques battus. Jean-Pierre marchait de son pas lourd et mesuré. Tonnerre trottait devant, la queue haute, s'arrêtant périodiquement pour marquer un buisson, montrant par toute son attitude « Je suis là, craignez-moi ». Neige, quant à elle, restait légèrement en arrière ou sur le côté de Jean-Pierre, glissant entre les fougères. Elle s'arrêtait de temps en temps, levant le nez au vent. Ses yeux ambrés balayaient le sous-bois. Jean-Pierre ne le renseignait pas par des ordres comme « assis » ou « couché », comme on le fait avec des chiens domestiques. Il le renseignait par des gestes, des regards, un claquement de doigts. Il devait comprendre leurs intentions mutuelles sans mots, comme un seul organisme. Le sentier les mena dans un sous-bois dense, où de vieux bouleaux entrelaçaient leurs branches avec de jeunes aulnes. La visibilité chuta à quelques mètres. Soudain, Neige se figea. La fourrure de son garrot ne se hérissa pas comme celle de Tonnerre en cas de danger. Elle devint simplement absolument immobile, se transformant en une statue blanche. Elle claqua doucement des mâchoires, presque sans bruit. Le signal d'alarme. Jean-Pierre s'arrêta aussitôt et leva la main, ordonnant à Tonnerre de s'immobiliser. Tonnerre obéit en grognant de mécontentement, mais son nez aspirait avidement l'air. L'odeur était lourde, musquée, avec un mélange de pourriture et de terre humide. Dans les buissons devant eux, on entendit un craquement de branches brisées, si fort qu'on aurait dit un bulldozer traversant la forêt. De la broussaille, écartant les buissons avec son groin puissant, il sortit, le maître de cette parcelle de forêt, un vieux sanglier solitaire. C'était une montagne de muscles et de fureur pesant près de 200 kilos. Sa peau était couverte de boue séchée, lui servant d'armure, et de sa gueule sortaient des défenses jaunes et courbées, acérées comme des rasoirs. Les petits yeux méchants du sanglier se fixèrent sur les intrus. Le solitaire n'avait peur de personne. En période de rut, de tels mâles pouvaient tuer un ours. Jean-Pierre, lentement, sans mouvement brusque, commença à retirer le fusil de son épaule. Il savait que le sanglier était presque aveugle, mais qu'il entendait et sentait parfaitement. L'important était de ne pas provoquer l'attaque prématurément. Mais Tonnerre, jeune et impétueux, surestima ses forces. L'instinct de défenseur du territoire obscurcit sa raison. Voyant une menace pour la meute, le loup noir n'attendit pas. Avec un grognement guttural menaçant, qui semblait trop profond pour un louveteau de 6 mois, Tonnerre s'élança. « Tonnerre, stop !» cria Jean-Pierre. Mais il était trop tard. Le loup frappa le sanglier à l'épaule, tentant de le faire tomber. C'était comme se jeter contre un mur de pierre. Le sanglier ne fit que secouer la tête, et Tonnerre fut projeté sur le côté, roulant sur lui-même. Le solitaire, furieux de l'audace du petit prédateur, se retourna avec une vitesse surprenante pour sa taille. Il poussa un cri à glacer le sang et chargea, la tête baissée, les défenses pointées vers le loup qui se débattait dans l'herbe. Tonnerre était condamné. Un coup de défense lui aurait éventré l'abdomen en un instant. Jean-Pierre épaula son fusil, mais une branche d'aulne lui fouetta le visage, déviant sa visée. Il ne pouvait pas tirer, risquant de toucher le loup. À cet instant,
alors que la mort semblait inévitable, quelque chose se produisit qui sembla ralentir le temps. Neige ne se jeta pas en travers du chemin comme son frère. Elle n'émit aucun son. Profitant de la confusion du sanglier, distrait par Tonnerre, elle fila comme un éclair blanc à travers les buissons, contournant l'adversaire par le flanc. Elle savait qu'elle ne pourrait pas percer la peau épaisse de son cou. Elle savait qu'elle n'avait pas la force de renverser le géant. Mais Jean-Pierre leur avait appris. Chacun a un point faible. Neige se rasa au sol et, dans un bond, referma ses mâchoires non pas sur la gorge, mais sur la patte arrière du sanglier, juste au-dessus du sabot, là où passait le tendon. La morsure fut précise, vive et brève. Elle ne s'accrocha pas à l'ennemi, mais recula aussitôt dans l'épaisseur des fougères. Le sanglier poussa un cri, cette fois de douleur. Sa patte arrière se déroba, et l'élan de son attaque fut brisé. Il trébucha. Son groin laboura la terre à un demi-mètre de Tonnerre. Cette hésitation suffit. Tonnerre, comprenant son erreur mais n'ayant pas perdu son esprit combatif, se releva et bondit vers Jean-Pierre, non plus en attaquant, mais en prenant une position défensive, les crocs découverts. Le sanglier, boitant de la patte arrière, se retourna, essayant de trouver l'ennemi invisible qui l'avait mordu par derrière, mais Neige n'était plus là. Elle se tenait derrière Jean-Pierre, regardant de derrière ses jambes. Arrière! Rugit Jean-Pierre, et cette fois, sa voix fut comme le tonnerre du ciel. Il leva son canon vers le haut et appuya sur la détente. Le coup de feu déchira le silence de la forêt, son écho se répercutant sur les flancs des montagnes. Les oiseaux s'envolèrent en criant. Le sanglier, assourdi par le son et sentant la douleur à sa patte, décida que c'en était assez. Ses ennemis étaient étranges. L'un piquait comme une guêpe, l'autre grondait comme l'orage. En grognant, le géant se retourna et, s'appuyant sur sa patte arrière droite, s'enfuit dans le sous-bois, laissant derrière lui une traînée de branches cassées. Jean-Pierre resta immobile jusqu'à ce que le craquement dans les buissons se taise. C'est alors seulement qu'il abaissa son fusil. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de la décharge d'adrénaline. Il regarda Tonnerre. Celui-ci était assis par terre, respirant lourdement. Sur son flanc, une éraflure témoignait de sa chute, et sur son visage se lisait la stupéfaction. Le mâle alpha avait reçu une leçon d'humilité. « Imbécile », dit Jean-Pierre sans méchanceté, s'approchant du loup noir et examinant son flanc. « Tu n'es pas un tank, tu es un loup. La force sans l'intelligence, c'est juste de la viande pour sanglier. » Puis il se tourna vers Neige. La louve blanche était assise un peu plus loin, se léchant une patte, comme si de rien n'était. Sur sa fourrure blanche, il n'y avait pas la moindre tache de boue. Elle leva ses yeux ambrés vers Jean-Pierre, et il y eut une compréhension calme et froide. Elle ne cherchait pas la gloire, elle cherchait le résultat. Jean-Pierre s'agenouilla et tendit la main. Neige s'approcha et posa son front contre le sien. « Et toi » murmura le garde forestier, sentant une fierté mêlée de respect l'envahir. « Tu es une vraie stratège, ma petite. Tu lui as sauvé la vie. » Ce jour-là, en rentrant au gîte, il marchait différemment. Tonnerre ne courait plus loin devant. Il se tenait plus près de la jambe de Jean-Pierre, jetant des regards périodiques à Neige. Il avait reconnu son utilité, son rôle. Et Jean-Pierre comprit l'essentiel. Il n'était plus simplement un homme et deux bêtes apprivoisées. Dans ce combat avec le sanglier, dans le sang et la peur, une véritable meute était née. Une meute où la force musculaire de Tonnerre, l'esprit vif de Neige et l'expérience du vieil ours s'étaient entrelacés pour former un tout, capable de survivre dans cette région rude. Et Jean-Pierre savait que des épreuves plus sérieuses qu'un sanglier les attendaient. Mais maintenant, il était sûr qu'ils étaient prêts à les affronter. L'automne doré dans le massif central est une période trompeuse. Il éblouit par la beauté des mélèzes jaunissants et des érables pourpres, cachant derrière ce carnaval de couleurs l'approche du souffle glacial de l'hiver. La matinée au gîte forestier commença par une inquiétude, non pas celle apportée par le vent ou les bêtes, mais celle née d'un son étranger. Le silence, habituellement rompu seulement par le cri des casse-noix et le bruit de la rivière, fut déchiré par le vrombissement rauque d'un moteur puissant. Jean-Pierre, qui fendait du bois derrière la maison, posa sa hache et essuya la sueur de son front. Tonnerre, qui somnolait sur le porche, bondit instantanément. La fourrure de son garrot se hérissa, formant une crête dure, et de sa poitrine s'échappa un grognement bas et vibrant. Neige,
qui jusqu'alors rongeait avec concentration un bois de serre, disparut. Elle s'était simplement dissoute dans les hautes herbes derrière la maison, suivant son habitude de se rendre invisible à l'approche du danger. Sur la clairière devant le gîte, éclaboussant la boue des flaques avec ses énormes roues, apparut un 4x4 noir, brillant comme un scarabée laqué. C'était une voiture conçue pour la ville, mais blindée pour le tout-terrain. Un jouet coûteux qui, ici, au milieu de la forêt sauvage, semblait une insulte. La portière s'ouvrit, et de l'habitacle, sentant l'air conditionné et le cuir cher, un homme posa le pied sur la terre humide. Il s'appelait Stéphane Lefebvre, et il était l'antithèse de Jean-Pierre. Il avait la quarantaine, mais son visage, lisse et soigné, ne connaissait ni la rudesse du vent ni la morsure du gel. Il portait une veste de marque en membrane, d'un bleu vif, qui n'avait jamais vu un feu de camp, et un pantalon repassé avec un pli aussi tranchant qu'une lame de rasoir. À ses pieds, il avait des chaussures de randonnée coûteuses sur lesquelles, à la grande horreur de leur propriétaire, une tache de boue grasse s'étalait. Stéphane était un homme de chiffres et de schémas, un inspecteur de l'aménagement du territoire venu de Paris, dépêché ici pour évaluer le potentiel touristique. Il avait le visage d'un prédateur, mais pas celui de la forêt, celui des bureaux. Des lèvres minces, toujours pincées dans une expression de léger dédain, et des yeux derrière des lunettes modernes sans monture, qui regardaient le monde non pas comme une merveille, mais comme une ressource à exploiter. Il sentait l'eau de colonne forte, l'antiseptique et le synthétique, l'odeur d'un monde mort, comme l'appelait Jean-Pierre en lui-même. Lefebvre sortit de sa poche un mouchoir d'une blancheur immaculée, s'essuya le nez avec dégoût, comme si l'air de la forêt était trop brutal pour lui, et se dirigea vers le garde forestier, enjambant les flaques avec la grâce d'un héron. Jean-Pierre Dubois? Sa voix était aiguë, grinçante, habituée à donner des ordres à des secrétaires. Je suis Stéphane Lefebvre, inspecteur principal du département du développement. Nous avons une inspection du territoire prévue. Jean-Pierre planta silencieusement la hache dans le billot. Il ne tendit pas la main. Dans la forêt, on ne serre la main qu'à ceux qui viennent en paix, et cet homme dégageait une menace. Il n'y a pas de route ici, grommela Jean-Pierre. Pourquoi abîmer la voiture? Ce n'est pas votre problème, trancha Lefebvre, inspectant le gîte délabré avec un mépris non dissimulé. Ma tâche est d'évaluer le site pour la construction d'un complexe de ski. Une télécabine doit passer par ici, selon le plan. Il sortit de sa voiture une mallette en cuir, en extirpa une tablette et un appareil complexe avec des hélices. Un drone. Pour Jean-Pierre, c'était une machine diabolique, mais pour Lefebvre, c'était un instrument de pouvoir. L'inspecteur alluma le drone. L'appareil émit un bourdonnement strident, semblable au son d'un essaim de frelons en colère, et s'éleva dans les airs. C'est alors que l'inévitable se produisit. Tonnerre détestait les bourdonnements. Pour lui, ce son était un défi, une invasion de son territoire par un ennemi volant inconnu. Le loup, jusqu'alors contenu uniquement par la présence de Jean-Pierre, ne put se retenir. Il s'élança comme un éclair gris. Lefebvre n'eut même pas le temps de crier. Tonnerre sauta à une hauteur incroyable. Ses mâchoires se refermèrent sur le corps en plastique du drone avec un craquement rappelant un os qui se brise. Le drone, privé de ses hélices, tomba comme une pierre dans la boue, et Tonnerre, atterrissant sur ses quatre pattes, commença aussitôt à déchiqueter l'ennemi, déchirant le plastique et les fils jusqu'à ce que la machine se taise définitivement. « Qu'est-ce que tu as fait » piailla Lefebvre, reculant et se tenant le cœur. « C'est du matériel de l'État. Ça vaut plus que ta vie, vieil homme. Éloigne cette bête, elle est enragée. » Jean-Pierre siffla. Tonnerre laissa immédiatement le drone mutilé et s'approcha de la jambe de son maître, mais ne s'assit pas. Il resta debout, la tête baissée, regardant Lefebvre de sous ses sourcils, et un volcan grondait dans sa gorge. « Il n'est pas enragé, » dit calmement Jean-Pierre. « Il n'aime juste pas les mouches, et votre jouet bourdonnait comme une mouche. »« C'est un loup, » murmura Lefebvre, finissant par identifier la bête. Son visage devint blanc comme du papier. Il recula vers sa voiture. Sa main cherchait nerveusement dans la poche de sa veste, où se trouvait un tasé. « Vous gardez un prédateur sauvage sur une propriété de l'État? Vous êtes fou? C'est une violation de tous les protocoles de sécurité. C'est un délit. » À cet instant, Lefebvre sentit sur lui un regard, lourd, froid, pénétrant. Il se retourna brusquement. À 10 mètres de lui, sur une petite éminence, était assise Neige.
Elle ne grognait pas, ne montrait pas les crocs, elle se contentait de regarder. Sa fourrure blanche brillait sur le fond des sapins sombres, et ses yeux ambrés semblaient voir non pas l'homme, mais son squelette, sa peur, sa misérable essence. Elle pencha lentement la tête sur le côté, l'étudiant. Lefebvre se sentit mal à l'aise. Tonnerre était une menace compréhensible. La force brute. Mais cette louve blanche le terrifiait à un niveau animal. C'était comme si elle lisait dans ses pensées. Elle fit un pas vers lui, puis un autre, se déplaçant dans un silence absolu. Lefebvre sentit une sueur froide couler dans son dos. « Faites-les partir !» cria-t-il, sa voix montant en fausset. Immédiatement, ou j'appelle la gendarmerie. Jean-Pierre s'avança, se plaçant devant les loups. Ils vivent ici. C'est leur forêt, et vous êtes un invité. Et les invités ne se comportent pas ainsi. Lefebvre, comprenant que la force ne mènerait à rien, décida de changer de tactique. C'était un bureaucrate, et les bureaucrates savent que chaque homme a un prix. Il se calma un peu, ajusta ses lunettes et, avec un sourire en coin, fouilla dans sa poche intérieure. Il en sortit une enveloppe épaisse. « Écoutez, Jean-Pierre. » Sa voix devint mielleuse, onctueuse. « Je comprends, vous êtes seul. Vous avez besoin d'aide. Mais les travaux commenceront de toute façon. Ce gîte sera démoli. On vous proposera un appartement en ville, une pension. Pourquoi vous créez des problèmes? Tenez, ici. » Il agita l'enveloppe. Une somme qui suffira à acheter une petite maison quelque part dans le sud, au bord de la mer. Oubliez les loups. Débarrassez-vous-en. Tuez-les, empoisonnez-les. Peu m'importe. Juste qu'ils ne soient plus là dans 2 jours. Et signez l'acte de cession du terrain. Jean-Pierre regarda l'enveloppe. L'argent, des bouts de papier pour lesquels les gens se trahissent. Il prit l'enveloppe. Lefebvre sourit victorieusement, relâchant ses épaules. Voilà qui errait. Il n'eut pas le temps de finir. Jean-Pierre, sans regarder à l'intérieur, se retourna et s'approcha lentement du foyer extérieur où des braises se consumaient. Il jeta l'enveloppe directement dans les cendres. Le papier s'enflamma instantanément. Des langues de feu léchèrent avidement la liasse de billets. « Il fait froid ici, » dit Jean-Pierre en regardant le feu. « Mais nous nous chauffons au bois, et on ne nourrit pas un poêle avec des ordures. Dégagez. » Le visage de Lefebvre se tordit de fureur. Le sourire disparut, remplacé par un masque de haine. Il comprit qu'on l'avait humilié, qu'on avait piétiné son pouvoir, son argent, son statut. Il claqua la portière de la voiture, baissa la vitrée, regardant Jean-Pierre avec des yeux pleins d'une méchanceté glaciale, il siffla « Vous le regretterez, vieil homme, vous le regretterez amèrement. Je vous donne 48 heures. Si dans 2 jours ces bêtes sont encore là, je ne viendrai pas seul. Je viendrai avec la gendarmerie et une équipe d'abattage. Nous les déclarons comme une menace pour la vie humaine. Je dépécerai personnellement ce salaud de noir et je mettrai sa peau devant ma cheminée. » Le 4x4 vrombit, faisant demi-tour et projetant des gerbes de boue, manquant de peu de toucher neige, qui n'avait même pas bougé. La voiture disparut derrière un virage, laissant derrière elle une odeur d'essence brûlée et une menace en suspens dans l'air, plus terrible que n'importe quelle tempête. Jean-Pierre resta là, regardant l'ennemi s'éloigner. Tonnerre s'approcha et frotta son nez contre sa main pendante, comme pour dire « Nous l'avons chassé, patron. » Mais Jean-Pierre savait que ce n'était pas une victoire. C'était une déclaration de guerre. Une guerre que lui, un simple vieil homme avec 2 loups, ne pouvait pas gagner contre le système d'acier et de béton. Il regarda Neige. La louve regardait toujours la route, et dans ses yeux, il n'y avait pas de triomphe. Il y avait de l'inquiétude. Elle savait que l'étranger à l'odeur d'acier reviendrait. Le délai accordé par Stéphane Lefebvre s'écoulait comme le sable dans un vieux sablier. Silencieusement et inexorablement. La forêt, qui hier encore semblait à Jean-Pierre une forteresse, devenait soudainement transparente et peu fiable. Le garde forestier comprenait que l'inspecteur ne parlait pas en l'air. Derrière lui se tenait la machine sans âme de la loi, prête à broyer quiconque se mettrait sur le chemin du progrès. Rester au gîte était impossible. La seule chance de salut était une vieille cabane de chasse, abandonnée depuis l'époque de ses grands-parents, située au fin fond des bois, au pied d'un ancien volcan, là où aucune jeep laquée ne pouvait passer. À l'aube,
Jean-Pierre commença ses préparatifs. Il chargeait dans sa vieille camionnette 4x4 usée le strict nécessaire, des sacs de céréales, des cartouches, du pétrole et des couvertures chaudes. Tonnerre, sentant la nervosité de son maître, tournait autour, sautant de temps en temps dans la benne pour vérifier que tout était en place. Neige, comme d'habitude, jouait le rôle de sentinelle. Elle glissait le long de la lisière de la forêt, vérifiant le périmètre, invisible sur fond de la première neige poudreuse tombée pendant la nuit. Soudain, Neige s'arrêta. Son nez sensible capta l'odeur douceâtre et alléchante de la viande. Sous un buisson d'églantier gisait un lièvre variable. Il était mort, mais la carcasse semblait intacte, encore souple, comme s'il s'était endormi il y a à peine une heure. Pour un prédateur dont le métabolisme exige un carburant constant avant l'hiver, c'était un cadeau du ciel. Neige, habituellement prudente, céda cette fois à la faim et à la précipitation. Elle ne savait pas que ce lièvre n'était pas mort de sa belle mort. Il avait été victime de bûcherons clandestins qui, pour se débarrasser des renards et des loups qui les gênaient, dispersaient dans la forêt des appâts truffés de poison, un anticoagulant provoquant des hémorragies internes. Neige déchira la viande avec ses dents. Jean-Pierre, occupé à charger, entendit le craquement des os trop tard. « Neige. Non, laisse !» cria-t-il en courant vers elle. La louve baissa les oreilles d'un air coupable et recula, mais un morceau de viande empoisonnée était déjà avalé. Jean-Pierre examina les restes du lièvre et vit une teinte bleuâtre anormale sur les organes internes de la victime. Une horreur glaciale lui serra le cœur plus fort que le gel. Ce n'était pas de la simple nourriture, c'était un piège invisible. Il n'avait pas parcouru 5 kilomètres. D'abord, Neige commença à gémir nerveusement, ce qu'elle ne faisait jamais sans raison. Puis elle vomit un liquide sombre et épais avec des filets de sang. Ses gencives, habituellement roses, devinrent d'un blanc effrayant, comme du papier. Le poison agissait rapidement, détruisant la coagulation du sang, transformant ses veines en tuyaux percés. « Tiens bon, ma fille, tiens bon !» rugissait Jean-Pierre, écrasant la pédale d'accélérateur. La vieille camionnette hurlait, sautant sur les nids de poules. Sa suspension gémissait, mais le véhicule fonçait avec l'obstination d'une bête blessée. Le plan de fuite s'était effondré. Dans la forêt, Neige mourait en quelques heures. Elle avait besoin de vitamine K1, le seul antidote, et en dose massive. Et on ne pouvait la trouver qu'à un seul endroit. Chez Pierre Lévy, le vétérinaire ermite vivant à la périphérie d'un petit village en Auvergne. Pierre Lévy était une figure à la fois légendaire et tragique. C'était un petit vieil homme voûté d'environ 70 ans, avec un visage ressemblant à une pomme au four et des yeux toujours larmoyants derrière les verres épais de lunettes en écaille. Autrefois, il avait été chirurgien en chef de la clinique vétérinaire régionale, mais après avoir refusé d'euthanasier le chien en bonne santé d'un notable influx, on l'avait prié de partir. Maintenant, il vivait dans une maison délabrée, transformée en cabinet privé, soignant des chèvres, des vaches et les animaux que les autres avaient abandonnés. Il était cynique, bourru et sentait un mélange d'éther, de tabac bon marché et de solitude ancienne. Jean-Pierre déboula dans la cour du vétérinaire, manquant de peu de défoncer la clôture. Il sortit Neige dans ses bras. Elle ne pouvait plus se tenir debout. Son corps était secoué de violents tremblements, et de son nez s'écoulait un mince filet de sang écarlate. Tonnerre sauta à sa suite, ne quittant pas sa sœur d'un pas. Ses yeux étaient remplis de panique. « Pierre, ouvre !» Jean-Pierre martela la porte de son poing. La porte s'ouvrit en grinçant. Sur le seuil se tenait Pierre Lévy dans une blouse sale, tenant une cigarette à moitié fumée. Il plissa les yeux, regardant le paquet dans les bras du garde forestier. « Pourquoi tout ce bruit, l'ours ?»« Je ne suis pas les pompiers, » commença-t-il, mais il vit alors la fourrure grise et les crocs de Tonnerre derrière Jean-Pierre. « C'est quoi ça, des loups ? Tu as complètement perdu la tête ? Emporte-les d'ici tout de suite. Pour avoir soigné des animaux sauvages sans permis, on me mettra en prison, et j'ai déjà un sursis pour cette histoire de lynx. Elle est en train de mourir, Pierre. C'est de la morora. Il lui faut de la vitamine K1, Konakion. Tout ce que tu as. » Jean-Pierre tenta de se frayer un chemin à l'intérieur, mais le vieil homme lui barra la route avec une fermeté inattendue. « Non, Jean-Pierre, je ne peux pas. La gendarmerie est passée hier, ils cherchaient des braconniers. S'ils trouvent un loup chez moi, c'est la fin. Je suis trop vieux pour la prison. Va-t'en. »
La nature décidera. Neige, dans les bras de Jean-Pierre, émit un gargouillement et devint flasque. Le temps était écoulé. Un désespoir noir et total submergea le garde forestier. Il déposa la louve sur le porche, sortit de sa ceinture son vieux couteau de chasse, celui avec lequel il avait autrefois dépecé son premier sanglier, et le planta avec un bruit sourd dans le montant en bois de la porte, à 1 centimètre de la tête du vétérinaire. Pierre Lévy ne scia même pas, seule la cendre de sa cigarette tomba sur sa blouse. « Tu vas me tuer, Jean-Pierre » demanda doucement le vieil homme. « Pour une bête ?»« Non. » La voix de Jean-Pierre tremblait. « Je ne suis pas un tueur, mais je ne la laisserai pas mourir à cause de ta peur. » Jean-Pierre retira sa main du couteau et fouilla dans la poche intérieure de son caban. Il n'en sortit pas d'argent, mais une petite boîte recouverte de velours. L'ouvrant, il en présenta le contenu au vétérinaire. Sur sa paume reposait la médaille de la Légion d'honneur. En or, lourde. La plus haute distinction que Jean-Pierre avait reçue 30 ans plus tôt pour avoir sauvé une expédition de géologues d'un incendie de forêt. Ce n'était pas juste un objet, c'était sa fierté. Son histoire, la seule chose qui le distinguait d'un vagabond. « Ça vaut plus que ta clinique, Pierre, » dit Jean-Pierre d'une voix rauque. « Et plus que ta peur. Prends-la, c'est mon paiement, mais sauve-la. » Pierre Lévy regarda la médaille, puis les yeux de Jean-Pierre, pleins de larmes qu'il ne cherchait même pas à cacher. Le cynisme que le vieil homme portait comme une armure se fissura. Il vit devant lui non pas un garde forestier fou, mais un père prêt à vendre son âme pour son enfant. Le vétérinaire soupira, jeta sa cigarette et ouvrit plus grand la porte. « Range ta breloque, idiot !» grommela-t-il, mais sa voix s'était adoucie. « Et reprends ton couteau, tu m'as abîmé la porte. Amène-la sur la table, vite, et tiens le noir. S'il me mord, je vous euthanasie tous les deux. » La salle d'opération était petite et sentait l'eau de javel. Jean-Pierre posa Neige sur la table en métal froid. Pierre Lévy se transforma. Ses mains cessèrent de trembler, ses mouvements devinrent rapides et précis. Il posa un cathéter dans une veine qui s'était affaissée à cause de la basse pression, jurant en latin et en yiddish. Conaquion, dit cesser. En intraveineuse directe. Maintenant, du glucose. Écoutez le cœur. Silence, se commandait-il à lui-même. Tonnerre, que Jean-Pierre avait laissé dans le couloir, se mit à hurler et à gratter la porte. Il sentait l'odeur du sang de sa sœur et ne pouvait supporter d'être séparé d'elle. La porte fragile, en contreplaqué, se mit à craquer. « Laisse-le entrer, » dit soudain Lévy, sans quitter la perfusion des yeux. « Qu'il entre. Le lien entre les bêtes est plus fort que notre médecine. S'il est près d'elle, elle aura une raison de revenir. » Jean-Pierre ouvrit la porte. Tonnerre se précipita dans la pièce, renversa une chaise, mais freina juste devant la table. Il ne grogna pas contre le médecin. Il se dressa sur ses pattes arrière, posa ses pattes avant sur le bord de la table et commença à lécher le visage de Neige, nettoyant le sang. Il gémissait doucement, comme pour la supplier. Une heure s'écoula dans un silence tendu. La perfusion goûtait régulièrement, comptant les secondes entre la vie et la mort. Finalement, les gencives de Neige commencèrent à rosir. Sa respiration se régularisa. Pierre Lévy retira ses lunettes et se frotta les yeux. « Elle va s'en sortir, » dit-il, épuisé. « Le poison est neutralisé, mais il lui faut du repos. » Et aussi. Il s'approcha de la table où Jean-Pierre avait laissé la décoration, la prit et la glissa dans la poche du garde forestier. « Reprends ça. Si tu es prêt à donner ça pour la vie d'un loup, alors tout n'est pas encore pourri dans ce monde. Mais la vitamine K a un coût cher, alors tu m'apporteras du bois, une camionnette de bois de boulot. D'accord ?» Jean-Pierre hocha la tête, incapable de parler. Il caressait la tête de Neige, et Tonnerre, posant sa lourde tête sur l'épaule de son maître, lui léchait l'oreille. Dans cette pièce exiguë et sentant les médicaments, ils étaient de nouveau un tout, arrachés à un autre piège invisible du destin. Mais Jean-Pierre savait que le temps pressait. Lefebvre reviendrait bientôt, et alors il n'y aurait nulle part où fuir. Jean-Pierre retourna au gîte alors que le soleil commençait déjà à décliner, colorant les sommets enneigés des volcans d'un rouge pourpre inquiétant. Neige, encore faible après l'empoisonnement, était allongée sur la banquette arrière de la camionnette, enveloppée dans une couverture. Tonnerre était assis à côté, sa tête posée sur son dos,
tel un accumulateur vivant transmettant sa force vitale. Le garde forestier sentait une étrange tension dans l'air. Ce n'était pas la tension qu'apporte un homme armé, mais quelque chose de plus ancien, émanant des entrailles même de la terre. Les oiseaux se taisaient. Même les omniprésents casse-noix, qui organisaient habituellement un vacarme à la vue d'un homme, avaient disparu. L'air sentait le soufre et les œufs pourris, le souffle du volcan qui sommeillait depuis des décennies mais ne dormait jamais vraiment. À peine Jean-Pierre avait-il eu le temps de porter Neige dans la maison et de l'installer près du poêle chaud que, dehors, retentit le bruit qu'il craignait le plus, le vrombissement de moteur. Mais cette fois, ce n'était pas le seul scarabée laqué de Lefebvre. C'était une colonne. 3 véhicules entrèrent dans la cour, le 4X4 noir de l'inspecteur, un véhicule de gendarmerie avec des gyrophares, et une camionnette du service de la faune sauvage. De la voiture de gendarmerie sortit, en grognant lourdement, le major Nicolas Moreau. C'était un homme corpulent d'une 50aine d'années, au visage rouge et bouffi par l'hypertension et les libations fréquentes. Son uniforme lui allait comme un sac. Les boutons sur son ventre menaçaient de sauter à tout moment. Moreau était un homme fatigué de la vie, du service et des ordres incessants venus d'en haut, mais il les exécutait avec l'indifférence obtuse d'un vieux chien de service. Derrière lui sortirent 2 jeunes agents du service de capture avec des lassos et des fusils tranquillisants. 2 jeunes hommes aux yeux vides, pour qui tuer un animal était juste un travail payé à l'heure. Et enfin, de sa Jeep, sortit Stéphane Lefebvre. Cette fois, il portait une coûteuse combinaison d'hiver, ressemblant à une tenue d'astronaute, et avait un air triomphant. Il regarda sa montre, tapotant ostensiblement le cadran. Le temps est écoulé, Jean-Pierre. La voix de Lefebvre vibrait d'anticipation de la vengeance. 48 heures. Je vous avais promis de ne pas revenir seul. Major, procédez. Saisissez les prédateurs, en cas de résistance, tirez pour tuer. Jean-Pierre sortit sur le porche, bloquant la porte de son corps. Il n'avait pas de fusil dans les mains, seulement la hachette avec laquelle il fendait du petit bois. Tonnerre se glissa à ses côtés, se postant au pied de son maître. La fourrure de son garrot n'était pas seulement hérissée, elle crépitait d'électricité statique. Le loup ne grognait pas, il émettait un son semblable au bourdonnement de lignes à haute tension, bas et continu. « Va-t'en, Stéphane, dit doucement Jean-Pierre, regardant non pas l'inspecteur, mais le sommet de la colline surplombant le gîte. La terre gémit. « Tu n'entends donc pas ? Cessez de m'embrouiller avec vos sornettes de chaman, piailla Lefebvre. Moreau, qu'attendez-vous ? Débarrassez-moi de ce vieil illuminé. » Le major Moreau soupira, ajusta son étui et fit un pas en avant. Jean-Pierre, ne fais pas l'idiot, donne-nous les bêtes. Je n'ai pas besoin de problème, et toi non plus. C'est un ordre de la préfecture. À cet instant, la terre sous leurs pieds ne trembla pas seulement, elle sursauta. Ce fut un choc vertical brutal. Comme si un marteau géant avait frappé la base de la montagne par en dessous. Les vitres des fenêtres du gîte tintèrent plaintivement et volèrent en éclats. Le major Moreau ne tint pas sur ses jambes et s'affala dans la neige sale. Lefebvre s'agrippa à la portière de sa voiture. Son visage perdit instantanément son expression triomphante, se transformant en un masque de terreur animale. Le grondement que Jean-Pierre avait entendu plus tôt se transforma en un rugissement assourdissant. Quelque part dans les montagnes, dérangé par la secousse souterraine, un gigantesque manteau de neige, accumulé pendant des années, perdit son adhérence avec la roche. Avalanche! Cria Jean-Pierre, couvrant le fracas grandissant, qui ressemblait au bruit d'un train de marchandises approchant. Dans la cave. Tous dans la cave. Vite. Il ne courut pas vers la maison. La maison en rondin serait balayée comme une boîte d'allumettes. Le seul salut était une ancienne cave, un bunker en béton profondément enfoui dans le sol derrière la maison, où l'on conservait autrefois le poisson et la viande. Jean-Pierre attrapa Neige, qui avait rampé sur le porche, et se précipita vers la lourde porte en fer de la cave, qui sortait de terre comme la trappe d'un sous-marin. Les gendarmes et les agents, voyant le mur blanc de la mort dévaler du sommet, se précipitèrent vers leur véhicule, espérant s'enfuir. Des imbéciles, on ne fuit pas une avalanche. Mais Lefebvre était figé. La peur le paralysait. Il se tenait au milieu de la cour, regardant la vague blanche approcher, incapable de bouger un doigt ou un pied. Ses chaussures coûteuses semblaient collées au sol. Jean-Pierre, ayant déjà jeté Neige dans la gueule noire de la cave, se retourna.
Il vit l'inspecteur pétrifié. Tonnerre! Prends-le, traîne-le! Hurla le garde forestier en désignant son ennemi. C'était un ordre qui contredisait toute la nature du loup. Sauver celui qui sentait la menace, celui qui voulait les tuer. Mais la loyauté envers son maître était plus forte que la haine. Tonnerre s'élança. En 3 bonds, il couvrit la distance jusqu'à Lefebvre. Le loup ne le mordit pas à la jambe ou au bras. Il sauta et referma ses mâchoires sur le col de la coûteuse doudoune de l'inspecteur. La secousse fut si violente que Lefebvre tomba à terre. Tonnerre, s'arc-boutant sur ses pattes et grognant, traîna l'homme dans la neige comme une poupée de chiffon. Vers la cave. La douleur de la chute et la vue de la gueule béante du loup juste devant son visage sortirent Lefebvre de sa stupeur. Il se mit à crier et à agiter les jambes, aidant le loup. Ils tombèrent littéralement dans la trappe ouverte. Jean-Pierre se tenait sur l'échelle, les recevant. Lefebvre dévala le premier, suivi de Tonnerre. Jean-Pierre commença à fermer le lourd couvercle d'acier, mais le mécanisme, rouillé par le temps, se bloqua. « Aide-moi » aboya-t-il à Lefebvre, qui s'était recroquevillé dans un coin. L'inspecteur, tremblant, se leva et poussa de l'épaule contre le couvercle. À 2, ils parvinrent à le bouger. À cet instant, l'onde de choc de l'air précédant l'avalanche atteignit le gîte. Elle frappa avec une telle force que le couvercle se referma, pinçant la jambe droite de Jean-Pierre, qui n'avait pas eu le temps de la retirer de la dernière marche. Un craquement écœurant d'os brisés se fit entendre. Jean-Pierre cria, et son cri fut noyé dans le grondement monstrueux alors que des milliers de tonnes de neige, de glace et de rochers recouvraient leur abri, ensevelissant le gîte sous une épaisse couche de mort blanche. Dans le bunker, une obscurité absolue et dense s'installa. D'en haut pesait un silence, encore plus terrifiant que le fracas. L'air devint immédiatement vicié, rempli de poussière, d'odeur de vieilles pommes de terre, d'humidité et de sang frais. De la lumière. Qui a de la lumière? La voix de Lefebvre tremblait et montait en fausset. On entendit un bruissement, le grattement d'un briquet, et une petite flamme éclaira l'espace exigu. Jean-Pierre était allongé au pied de l'échelle. Son visage était gris, couvert de sueur. Sa jambe droite était tordue dans un angle contre nature. La jambe de son pantalon était imbibée de sang sombre. L'os avait percé la peau. Fracture ouverte. Ma jambe. Halta Jean-Pierre, tentant de se redresser, mais retombant aussitôt sous le choc de la douleur. Je suis coincé. Tonnerre fut là en un instant. Il rampa jusqu'à son maître et commença à lui lécher le visage, gémissant doucement et plaintivement. Neige, malgré sa faiblesse, rampa jusqu'à la jambe cassée. Elle ne toucha pas la blessure, mais s'allongea à côté, pressant son flanc chaud contre la cuisse de Jean-Pierre au-dessus de la fracture, comme pour apaiser la douleur et arrêter l'hémorragie avec sa chaleur. Lefebvre était assis dans un coin, serrant son briquet. Ses lunettes coûteuses étaient brisées. Sa combinaison était déchirée. Il regardait le loup qui venait de lui sauver la vie, le traînant par la peau du cou, et l'homme qu'il était venu détruire, et avec qui il était maintenant enfermé dans une même tombe. « On est enseveli » demanda Lefebvre à voix basse. « On est enterré, Stéphane » répondit Jean-Pierre en serrant les dents. « La maison au-dessus a été emportée. Il y a au moins 5 mètres de neige au-dessus de nous, de l'air pour quelques heures. Si la ventilation est bouchée, c'est la fin. » Jean-Pierre essaya de bouger et gémit. « Aide-moi à faire un garrot, dit-il à l'inspecteur, sinon je vais me vider de mon sang avant qu'on étouffe. »« Ta ceinture. Donne-moi ta ceinture. » Lefebvre, les mains tremblantes, défit sa ceinture. Il rampa vers Jean-Pierre, essayant de rester à distance de Tonnerre, qui suivait chacun de ses mouvements, les crocs découverts. « Il ne te touchera pas si tu m'aides, » halta le garde forestier. « Maintenant, nous sommes une seule meute. Une meute de morts vivants. » Lefebvre serra le garrot au-dessus du genou. Ses mains étaient couvertes du sang de Jean-Pierre. Pour la première fois de sa vie, ce fonctionnaire habitué à la propreté des bureaux était plongé jusqu'au coude dans la boue et le sang, sauvant la vie d'un autre. Quand il eut terminé, il recula contre le mur et serra ses genoux dans ses bras. « Pourquoi » demanda-t-il soudain, regardant Tonnerre, qui avait posé sa tête sur la poitrine de Jean-Pierre, lequel avait perdu connaissance à cause de la douleur. « Pourquoi m'a-t-il sorti de là ? Je voulais le tuer. » Jean-Pierre ouvrit les yeux.
À la lueur vacillante du briquet, il brillait d'un éclat fiévreux. Parce qu'il n'est pas comme toi, Stéphane. Dans la forêt, on ne tue pas pour le plaisir ou pour l'argent. On tue pour survivre, ou on sauve pour que l'espèce survive. Pour lui, en ce moment, tu n'es qu'un membre stupide et faible de la meute qu'il faut sauver. Lefebvre se tut. Le briquet s'éteignit, lui brûlant les doigts. L'obscurité revint, mais maintenant, on y entendait la respiration lourde de 4 êtres vivants et le léger bruit rythmé de gouttes tombant du plafond. Dehors, les éléments se déchaînaient, redessinant le paysage, tandis qu'à l'intérieur, sous l'épaisse couche de neige, une autre transformation commençait. La transformation de l'âme humaine sous le regard attentif d'un loup, brillant dans l'obscurité d'un phosphore vert. Dans l'espace exigu, sentant la terre humide et la moisissure, le temps perdit sa signification, se transformant en une substance visqueuse et suffocante. L'air devenait lourd, saturé de dioxyde de carbone, ce qui faisait marteler les tempes et brûler les poumons à chaque inspiration. La dernière flamme du briquet de Stéphane Lefebvre vacilla et s'éteignit, les laissant dans une obscurité absolue et primordiale, où le seul repère était la respiration rauque et intermittente de Jean-Pierre. Le garde forestier délirait. La fièvre de l'inflammation, causée par la fracture ouverte, le consumait de l'intérieur. Il murmurait le nom de sa femme, appelait des amis morts depuis longtemps et donnait des ordres à des chiens qui n'existaient plus. Stéphane était assis dans un coin, la tête entre les mains. Sa coûteuse combinaison était réduite à des haillons sales, et le vernis de ses ongles avait été arraché jusqu'au sang contre les murs en béton dans de vaines tentatives de trouver une issue. Mais, chose étrange, la peur paralysante et visqueuse avait disparu. À sa place s'était installé un désespoir froid et rageur, ce même sentiment qui pousse un rat à se jeter sur un chat. À côté de lui, dans l'obscurité, 2 bêtes bougeaient. Il entendait Tonnerre gratter de ses griffes la terre gelée là où se trouvait autrefois le conduit de ventilation, maintenant obstrué par la neige et les débris. Neige, faible après l'empoisonnement, était allongée près de Jean-Pierre, le réchauffant. Mais même elle se levait périodiquement pour pousser Stéphane de son effroi dans la joue, comme pour vérifier, « Tu es encore là ?» N'ose pas t'endormir, creuse. La voix de Jean-Pierre retentit, étonnamment claire dans l'obscurité, interrompant son délire. Là-haut est Tonnerre. Il y a un courant d'air. De l'air. Stéphane, obéissant à un ordre qui était plutôt la supplique d'un mourant, rampa vers le bruit de grattement. Il sentit le flanc rêche du loup. Tonnerre ne grogna pas. Dans cette obscurité, face à la mort, les différences d'espèces s'étaient effacées. L'homme et la bête étaient devenus simplement 2 êtres vivants essayant de se frayer un chemin vers la lumière. Lefebvre se mit à creuser. Ses doigts, habitués au clavier et au volant, s'enfonçaient maintenant dans un mélange de terre, de gravier et de neige compactée. Il se cassa les ongles, s'arracha la peau jusqu'à la chair vive, mais ne s'arrêta pas. Tonnerre travaillait à ses côtés. Ses puissantes pattes projetaient des gerbes de terre, recouvrant Stéphane de la tête aux pieds. Il travaillait en rythme. Le loup ameublissait, l'homme déblayait. 1 heure, 2. Une éternité. Personne ne savait. Soudain, la main de Stéphane s'enfonça dans le vide, un souffle de froid, si vif et si pur qu'il lui parut doux, l'effleura. La neige. Ils avaient atteint le bouchon de neige. On y est, halta Lefebvre en crachant de la terre. On a percé. Avec une énergie redoublée, ils élargirent le passage. Tonnerre fut le premier à passer son museau à l'extérieur, brisant la croûte de neige avec sa tête, et une lumière grise et crépusculaire de petit matin envahit la cave. Sortir s'avéra plus difficile que de creuser le tunnel. Tonnerre sortit le premier. Puis il aida Stéphane à sortir, qui, une fois à la surface, plissa les yeux, aveuglé par la blancheur éblouissante. Le monde avait changé. Le gîte n'existait plus. À la place de la maison, du sauna, du garage, il y avait un champ plat et sans vie de neige et de glace compactée, parsemé de débris de rondins qui dépassaient comme des os brisés. Le silence était absolu, assourdissant, effrayant. Stéphane, chancelant de manque d'oxygène et de fatigue, se pencha vers le passage. « Hissez-le » cria-t-il vers le bas. Neige poussait Jean-Pierre par en dessous, tandis que Lefebvre, saisissant le garde forestier par le col de son caban, tirait vers le haut. Tonnerre planta ses crocs dans la manche de son maître et tira également. Avec des efforts surhumains, ils hissèrent Jean-Pierre à la surface. Le garde forestier était inconscient, son visage avait la couleur de la cendre,
et sur sa jambe, serrée par la ceinture, une tache noire était apparue. Gangrène ou gelure, le temps était compté. Stéphane, les mains tremblantes, sortit son téléphone satellite. L'écran était brisé, le boîtier tordu. Les conséquences de la chute dans la trappe. Il appuya sur le bouton d'alimentation. Silence. L'appareil était mort. Non, 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 non. Lefebvre frappa le téléphone contre son genou et le jeta dans la neige. Nous sommes sortis pour mourir ici. Il tomba à genoux, contemplant le désert blanc infini. Le village le plus proche était à 50 km de forêt, enseveli sous la neige, à pied, avec un blessé, sans ski, c'était une condamnation à mort. Jean-Pierre se mourait. Neige tremblait de froid. Tonnerre courait en rond, flairant l'air, mais même sa force était inutile face à la distance. C'est alors que Neige fit quelque chose que personne n'attendait. Lentement, en boitant, elle s'approcha d'un énorme rocher que l'avalanche, par miracle, n'avait pas emporté, mais seulement mis à nu en arrachant sa mousse. S'agrippant péniblement avec ses griffes, elle grimpa au sommet du rocher. C'était le point le plus élevé des environs. Elle s'assit, enroula sa queue autour de ses pattes et leva son museau vers le ciel, qui était pâle et indifférent. Elle ferma les yeux et se mit à hurler. Ce n'était pas le gémissement plaintif avec lequel elle appelait son frère dans son enfance, ni le grognement féroce pour effrayer les ennemis. C'était un chant. Un son profond et vibrant, commençant par des notes basses nées au plus profond de son diaphragme et montant vers des hauteurs perçantes qui faisaient vibrer l'air lui-même. C'était une langue plus ancienne que la parole humaine. Elle contenait des informations sur la douleur, sur l'emplacement, sur le sang, sur le devoir. Elle n'appelait pas les hommes, elle appelait le sang. Tonnerre, entendant sa sœur, se figea. Il comprit. Il courut vers le rocher, s'assit à son pied et se joignit à elle. Sa voix était plus rauque, plus puissante. La basse dans ce duo de désespoir. Les deux voix s'entrelacèrent en une seule colonne sonore, s'élevant dans la stratosphère, déchirant le silence de la vallée morte. Stéphane les regardait avec une horreur respectueuse. Lui, l'homme de la civilisation, se sentit soudain comme un grain de sable insignifiant face à cette force primordiale. 10 minutes passèrent. 20. L'écho du hurlement s'était tu depuis longtemps, mais Neige continuait de regarder la lisière de la forêt, là où s'assombrissaient les sapins séculaires, épargnés par l'avalanche. Et la forêt répondit. Au début, ce n'était que des ombres se détachant des arbres, des fantômes gris sur la neige blanche. 1, 2, 5, 10. De la lisière sortit une meute sauvage. Ce n'étaient pas les loups qu'on voit dans les eaux. C'étaient des machines à survivre, maigres, à la fourrure emmêlée, avec des yeux où brûlait un feu froid. En tête marchait le chef, une bête énorme avec une oreille déchirée et une cicatrice traversant tout son museau, rendant son rictus éternel. Les chasseurs locaux l'appelaient Borgne. Une légende, un fantôme que personne n'avait pu attraper. La meute sauvage s'arrêta à une centaine de mètres d'eux. Ils n'attaquaient pas, ils étaient venus à l'appel. Neige sur le rocher et Tonnerre à son pied étaient des étrangers, mais ils parlaient la langue de la meute, et ils ne demandaient pas de la nourriture, mais un témoignage. Les loups sauvages s'assirent en demi-cercle, formant un amphithéâtre vivant. Ils se contentaient de regarder, des silhouettes noires et grises sur un fond d'un blanc éblouissant. Au même moment, dans le ciel, à quelques kilomètres du lieu de la catastrophe, volait un hélicoptère de la sécurité civile. Aux commandes se trouvait le capitaine Laurent Martin, un vétéran des opérations de recherche et de sauvetage, un homme au visage ressemblant à une carte froissée et aux yeux qui avaient vu trop de catastrophes aériennes. Il avait 55 ans. Il fumait des cigarettes bon marché directement dans le cockpit, enfreignant toutes les règles, et ne croyait qu'en ce qu'il voyait. Base, secteur 410 dégagé. Traces d'avalanche visibles, le gîte est détruit. Aucun signe de vie, marmonnait-il dans son micro, s'apprêtant à faire demi-tour. Reçu, 7e. Rentre à la base, répondit le contrôleur aérien. Martin commença à amorcer un virage, mais soudain son regard fut attiré par une tache étrange en bas. Au milieu du chaos blanc de l'avalanche, on distinguait une forme géométrique parfaite, un demi-cercle noir. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» marmonna le pilote en plissant les yeux. Il descendit et vit alors les loups, des dizaines de loups, assis immobiles. Et au centre de ce cercle, une tache sombre, ressemblant à des gens, et un petit point blanc sur un rocher.
Base. Je vois une activité dans le secteur 410. Cria Martin en faisant piquer l'hélicoptère. Ce ne sont pas juste des bêtes. Ils gardent quelqu'un, ou l'ont encerclé. Je vois des gens. 2. Un est allongé. J'amorce l'atterrissage. Le fracas des pales brisa la magie du moment. La meute sauvage, entendant l'approche de l'oiseau de fer, se dispersa instantanément, se dissolvant dans la forêt aussi silencieusement qu'elle était apparue. Borgne, le chef, s'attarda une seconde, regardant Neige comme pour lui faire un signe de tête, et disparut. Neige et Tonnerre restèrent. Ils ne s'enfuirent pas. Ils se tenaient au-dessus du corps de Jean-Pierre, le protégeant du vent, de l'hélicoptère, du monde entier. L'hélicoptère se posa, soulevant un tourbillon de neige. De la trappe sautèrent des secouristes en gilet orange vif. Stéphane, chancelant, alla à leur rencontre. Il agitait les bras, pleurait et riait en même temps. Son visage était noir de saleté, ses mains couvertes de sang, mais il était vivant. « Ici, ici. Il est vivant !» criait-il en désignant Jean-Pierre. Lorsque les secouristes s'approchèrent avec un brancard, Tonnerre grogna sourdement, ne les laissant pas approcher. « Éloignez ce chien !» cria un des membres du personnel médical. « Ce n'est pas un chien !» aboya soudain Stéphane, se plaçant entre les secouristes et le loup. « Et n'osez pas lui tirer dessus. C'est sa famille. » Tonnerre, les siens, les siens. Le loup, entendant la voix familière de l'homme avec qui il avait creusé le tunnel, cessa de grogner. Il regarda Lefebvre, puis Jean-Pierre, et recula d'un pas, permettant aux hommes en orange de faire leur travail. Lorsque Jean-Pierre fut chargé dans l'hélicoptère, Neige tenta de sauter à sa suite, mais elle n'en avait pas la force. Le capitaine Martin, sorti du cockpit pour fumer, observa la scène. Il en avait vu beaucoup, mais deux loups faisant leurs adieux à un homme avec une telle tristesse, c'était une première. « Mon capitaine », s'adressa Stéphane au pilote, le saisissant par la manche. « On ne peut pas les laisser ici. Ils vont mourir ou on les abattra. » Martin cracha sa cigarette dans la neige et regarda Lefebvre. Le règlement interdit le transport d'animaux sauvages dans la cabine avec un blessé. Normes sanitaires. Stéphane Lefebvre, l'ancien bureaucrate, l'homme des règlements, regarda le pilote dans les yeux avec le regard d'un homme qui venait de renaître. « Au diable les règlements, capitaine, je signerai tous les papiers qu'il faudra. Je vous achèterai un nouvel hélicoptère s'il le faut. Mais ces deux-là volent avec nous. Ce ne sont pas des bêtes, ce sont des sauveteurs. » Martin sourit. Les rides de son visage s'adoucirent. « Un nouvel hélicoptère, tu dis ? Eh bien, eh bien. Charge tes bestioles pleines de puces. Mais tiens-les bien, pour qu'elles ne me rongent pas les câbles. » Tonnerre et Neige, comme s'ils comprenaient qu'on ne les abandonnait pas, laissèrent Stéphane les aider à monter dans la soute. L'hélicoptère s'éleva dans le ciel, les emportant loin de la prison blanche, ne laissant en bas que des traces sur la neige, que la poudrerie effacerait bientôt, et l'écho d'un chant de loup qui leur avait sauvé la vie. L'hélicoptère de la sécurité civile, vrombissant lourdement, se posa sur l'aire d'atterrissage en béton de l'hôpital du village en Auvergne, soulevant un tourbillon de poussière de neige et de débris. À peine le train d'atterrissage eut-il touché le sol que des brancardiers accoururent vers l'appareil. Leurs gilets vifs tranchaient sur la grisaille d'une matinée maussade. La porte de la soute s'ouvrit avec fracas et le premier à sauter sur le béton ne fut pas un médecin, mais Tonnerre. L'énorme loup gris atterrit en douceur, comme un félin, et prit immédiatement une position défensive, montrant les crocs aux hommes qui couraient vers lui. Les brancardiers, terrifiés, reculèrent en laissant tomber le brancard. La panique, prête à s'enflammer comme de l'herbe sèche, fut éteinte par la voix de Stéphane Lefebvre. L'ancien inspecteur, sale, dans sa doudoune de créateur en lambeaux, mais les yeux brûlants de détermination, sauta à son tour et se plaça entre la bête et les hommes. « Ne tirez pas !» Sa voix, brisée par ses cris dans la cave, ressemblait maintenant à un rugissement. « Personne ne bouge. Ils sont en service. C'est une équipe de sauvetage. » Il saisit Tonnerre par la peau du cou, non pas brutalement, mais avec l'assurance d'un partenaire. Le loup, sentant la force et un étrange nouveau calme émaner de l'homme, cessa de montrer les crocs et se serra contre la jambe de Lefebvre. Ensuite, on sortit Jean-Pierre. Le garde forestier était inconscient. Son visage se confondait avec la blancheur des draps,
et sa jambe bandée semblait effroyablement immobile. À côté du brancard, trottant à bout de force, marchait Neige. Elle ne quittait pas son maître d'un pas. Et lorsque le brancard fut poussé vers les portes des urgences, elle tenta de sauter dessus. Aux portes, Valérie Girard, la chef du service de traumatologie, les attendait. C'était une grande femme sévère d'une cinquantaine d'années, au visage fatigué et aux yeux couleur d'acier, qui avait vu tant de douleurs que plus rien ne pouvait les surprendre. Elle ajusta ses lunettes et regarda la procession. Un fonctionnaire sale, un vieil homme mourant et deux loups. En réanimation, vite, ordonna TL sans une seconde d'hésitation. Et les bêtes. Elle se tut, croisant le regard de Neige. La louve blanche regarda le médecin non pas comme un animal, mais comme une mère suppliant pour son enfant. Valérie Girard soupira, enfreignant toutes les instructions imaginables du ministère de la Santé. Les bêtes dans le local technique chauffé. Il y fait chaud. Donnez-leur de l'eau et de la viande. Et que personne parmi les patients ne les voie. Je les inscrirai comme chiens d'accompagnement de service. Les 2 semaines suivantes devinrent une légende dans la région. Jean-Pierre luttait pour sa vie en réanimation. La septicémie recula, mais il fallut reconstruire l'os morceau par morceau, en le fixant avec des plaques de titane. Pendant tout ce temps, Tonnerre et Neige vécurent près de l'hôpital. Le jour, ils disparaissaient dans le bois derrière la morgue, devenant des ombres invisibles. La nuit, ils revenaient et s'allongeaient juste sous les fenêtres de l'unité de soins intensifs, au rez-de-chaussée. Les habitants, apprenant l'histoire du sauvetage miraculeux, commencèrent à apporter de la nourriture aux gardiens de la forêt. D'abord timidement, laissant des gamelles et s'enfuyant, puis avec plus d'audace. Tonnerre ne les touchait pas. Il acceptait les offrandes avec une dignité royale, ne permettant qu'à une vieille femme de ménage, Mémé Simone, qui lui rappelait Jean-Pierre par son odeur d'eau de javel et de tabac, de s'approcher. Pendant ce temps, Stéphane Lefebvre menait sa propre guerre dans le bureau du maire, où flottaient des odeurs de café cher et d'hypocrisie. Il étala sur la table la carte même qui avait tout déclenché. Le projet est annulé, dit-il sèchement, regardant le maire stupéfait. Mais, Stéphane, les investissements, Paris. Balbutia le maire. Lefebvre prit silencieusement la carte à 2 mains et la déchira en 2 avec un bruit sec, exactement le long de la ligne où la télécabine devait passer à travers le terrain de Jean-Pierre. J'ai dit, le projet est annulé. C'est une zone à haut risque sismique et une zone de valeur spirituelle particulière. Je présente ma démission de la fonction publique. Et encore une chose. Il posa sur la table un chèque d'un montant qui fit s'arrondir les yeux du maire. Ce sont mes fonds personnels. Pour la reconstruction du gîte et la création d'un centre de réhabilitation pour la faune sauvage. Mettez le terrain au nom de Jean-Pierre Dubois. Avis. L'hiver passa, cédant la place à un timide printemps auvergnat. La neige qui avait failli être leur tombeau fondait maintenant, nourrissant la terre d'une eau de vie. Sur le site du gîte détruit se dressait une nouvelle maison en rondin, solide, lumineuse, sentant le pain frais. Autour, il n'y avait plus une simple clôture, mais de vastes enclos, dont les portes étaient cependant grandes ouvertes. Jean-Pierre était assis sur la large terrasse dans un fauteuil en osier, sa jambe malade étendue. Il avait beaucoup vieilli ces derniers mois. Sa barbe était devenue complètement blanche, et à côté de son fauteuil se trouvait une canne à la poignée sculptée. Mais dans ses yeux, il n'y avait plus ce vide de la solitude. Il buvait du thé au miel, plissant les yeux au soleil. Le bruit d'une voiture qui approchait le fit sourire. D'un 4x4 ordinaire, sans prétention, sortit Stéphane. Il ne portait plus de costume. Jean, chemise de flanelle, une barbe. Il ressemblait à un homme, pas à une fonction. Salut, vieil ours. Stéphane monta sur le porche et serra fermement la main du garde forestier. Comment va la jambe? Elle me lance quand le temps change, sourit Jean-Pierre. Mais je marche. Merci à toi, Stéphane, pour la maison, pour tout. C'est moi qui devrais te remercier. Stéphane s'assit sur les marches. Sans cette cave, je serais resté un mort-vivant dans un costume cher. Soudain, les buissons à la lisière de la forêt s'agitèrent. Chut, murmura Jean-Pierre. Regarde. De la lisière sortit Neige. Elle était magnifique. Sa fourrure d'un blanc immaculé brillait, ses mouvements étaient fluides et gracieux. Elle s'approcha du porche, mais pas seule. Derrière elle,
se dandinant maladroitement sur leurs grosses pattes, sortirent 3 boules de poil. Des louveteaux, issus de son union avec un loup sauvage. La grand-mère est venue, dit doucement Jean-Pierre. Neige s'approcha de Stéphane, renifla ses genoux et lui lécha la main. Elle se souvenait, elle avait pardonné. Et puis, à la lisière, il apparut. Tonnerre. Il était devenu encore plus énorme, une bête chevronnée dont le pelage était strié de cicatrices de combats forestiers. Derrière lui, à l'ombre des arbres, se tenait une meute. Ces mêmes loups sauvages qui étaient venus à l'appel près de la cave. Tonnerre était maintenant leur chef. Il avait uni le sang des animaux élevés par l'homme et la force sauvage de la forêt. Tonnerre ne s'approcha pas de la maison. Il se posta au bord de la clairière et regarda Jean-Pierre droit dans les yeux. Dans ce regard, il y avait un amour infini, mais aussi un adieu. Il avait choisi la forêt. Il avait choisi d'être le roi des bois, pas un gardien sur le seuil. Jean-Pierre leva la main en un geste de salut. « Va, mon frère » murmura-t-il. « La forêt est à toi. » Tonnerre émit un bref grognement, se retourna et disparut dans la verdure, emmenant sa nouvelle famille au cœur de son domaine. Neige resta. Elle s'allongea aux pieds de Jean-Pierre, posant sa tête sur sa chaussure valide. Elle avait choisi d'être un pont entre deux mondes. Stéphane regardait cela et comprenait qu'aucun gratte-ciel, aucune carrière ne valait ce moment de silence et de vérité. « Tu sais, Jean-Pierre, dit-il en regardant les volcans, je pensais que nous étions les maîtres de la terre, que nous pouvions la découper comme nous le voulions. » Jean-Pierre caressa la tête de Neige. « Nous ne sommes pas les maîtres, Stéphane. Nous sommes des invités. Si nous nous comportons bien, les maîtres nous permettent de rester. » Le soleil se couchait derrière la crête, inondant la vallée d'une lumière dorée. La forêt bruissait, racontant ses contes éternels. Et dans ce bruit, on entendait les voix de ceux qui étaient partis et de ceux qui étaient restés, tissés en un chant unique de vie, d'amour et de fidélité, qui résonnerait ici pour toujours, tant que cette éternelle forêt enneigée existerait. Cette histoire nous rappelle que l'aide du Très-Haut se présente souvent sous les formes les plus inattendues. Parfois, les anges n'ont pas d'ailes, mais ils ont 4 pattes et un cœur infiniment loyal. Jean-Pierre pensait sauver 2 orphelins du froid, mais en réalité, c'était eux qui, par la volonté de Dieu, sauvaient son âme du gel éternel de la solitude. Dans notre vie quotidienne, pleine d'agitation et d'inquiétude, nous oublions souvent que l'amour et la miséricorde sont la seule monnaie qui ne se déprécie pas. En cette fin d'année, regardez autour de vous. Peut-être que votre miracle est déjà là, n'attendant qu'une étincelle de votre chaleur. N'ayez jamais peur de faire le bien, car, comme le printemps, il revient inévitablement, triomphant de n'importe quel hiver. Seigneur, nous te prions de bénir chaque personne qui regarde cette vidéo. Guéris leurs blessures, accorde-leur des amis fidèles et protège-les de toutes les tempêtes de la vie, comme tu as protégé les héros de cette histoire. Si vous croyez en la puissance de la prière et au miracle de l'amour, écrivez « Amen » dans les commentaires pour recevoir cette bénédiction. Partagez cette histoire avec vos proches et abonnez-vous à la chaîne. Bonne année, chers amis, et que Dieu vous garde.